On est avec Bruno Paradis, Valérie Briand-Blais et Yannick Malouin et on parle d'urbanisme. Lorsqu'on consulte les médias, on se rend assez vite compte que l'urbanisme, c'est un des problèmes majeurs de nos sociétés. En tout cas, on a l'impression qu'il y a tout le temps des guerres ou des chicanes qui sont reliées à l'urbanisme. Donc, on va essayer de démystifier un peu qu'est-ce qui se passe au niveau des villes et des municipalités par rapport à l'urbanisme ici dans l'Est du Québec. Premièrement, qu'est-ce que vous faites dans la vie finalement par rapport à l'urbanisme? Moi, je suis inspectrice en bâtiment et en environnement. Je fais les permis de rénovation, de construction, mais aussi j'applique la réglementation municipale. Puis, ben, je mets en place de la nouvelle réglementation pour être plus à jour avec ce que les gens ont le goût de développer. OK. Pour quelle ville? En fait, je travaille pour la MRC des Basques, puis je fais plusieurs municipalités, mais principalement Trois-Pistoles. Donc, il y a plusieurs citoyens qui, souvent, sont fâchés des décisions qui ont été prises dans les Basques. Ouais. Puis là, vous constatez ça. Vous dites qu'il y a peut-être des choses qu'ils ne savent pas. Ça se peut? Ah oui, ils savent tellement rien. Il y a tellement de choses en arrière qui se passent puis qu'on n'a pas idée. Donc, ça a l'air plus simple que ça l'est dans le réel. Bien, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas, tu sais, que nous autres, on est comme 4 pas d'avance sur... Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Comme, par exemple, moi, l'été passé, je recevais beaucoup d'appels pour acheter des immeubles à logement. À Trois-Pistoles, il n'y a pas de logement. Fait que, tu sais, des immeubles à logement, il faut qu'il reste des immeubles à logement. Puis là, ils voulaient tout faire du Airbnb dedans. Ah. Fait que là... Je suis allée voir, dans le fond, la greffière de la ville. Puis là, j'ai dit, là, on va avoir un problème parce que là, mon règlement permet de transformer tous les logements en Airbnb. Mais là, il faut pas parce qu'on a une pénurie. Fait que ce qu'on a fait, c'est tout l'hiver, on a mis en place une réglementation qui pouvait permettre de faire des Airbnb, mais sous certaines conditions. On constate assez vite que faire de l'urbanisme, c'est aussi faire des choix. À un certain moment donné, il faut trancher. Ce qui fait qu'évidemment, toute la tranche qui se ramasse avec la décision qui leur est défavorable, inévitablement, c'est une mauvaise décision. Puis, bon, on comprend bien. Est-ce que c'est le cas aussi dans ton cas? Ben moi, je suis sorti de l'urbanisme plus terrain. Ouais. Ça fait 5 ans que j'enseigne maintenant en technique d'urbanisme au cégep de Matane. Mais j'ai été conseiller en urbanisme pendant presque 10 ans avant. Puis c'est effectivement ça la principale chose qu'on constate. C'est que dès qu'on fait un choix, ben, il y a la moitié des gens qui sont pas d'accord. Ben oui. Et ces gens-là, ben, si malheureusement, ils ont un petit peu... beaucoup d'argent, ils gueulent fort, puis qui ont l'oreille, ou souvent aussi des élus, ben on se retrouve avec des demi-choix qu'on fait, finalement. Ah, intéressant. Puis là, ça crée certaines problématiques. Oui, éventuellement. ça va créer d'autres problèmes, parce que les enjeux d'urbanisme, c'est des enjeux qui sont très complexes. Souvent, c'est difficile de bien maîtriser tous les enjeux, puis de bien maîtriser aussi ce qu'on va faire, ça va donner quoi en bout de ligne comme résultat. Des fois, il y a un petit flou là, artistique dans ce qu'on fait. Puis ben, c'est là que aussi la confiance avec les élus est importante, de les amener à croire aussi au projet, à croire à la vision qu'on a pour le développement de notre territoire. OK. Parce que, surtout dans les petites municipalités de l'Est du Québec comme les nôtres, ben, les enjeux, c'est des enjeux beaucoup de résilience aussi. De résilience économique, de résilience climatique aussi par rapport aux enjeux d'érosion côtière, à toute cette problématique-là. Mais il faut que nos territoires, nos communautés soient fortes aussi pour pouvoir résister aux problèmes de dévitalisation. Là. Le plus grand nombre de municipalités dévitalisées au Québec est dans l'Est du Québec. Fait que on vit un problème. Là. Je trouve ça excellent parce que justement, parlant d'avoir l'oreille des élus, ben on en a deux. Deux oreilles ici. Parle-moi un peu de ce que tu fais dans la vie, puis en quoi est-ce que tu es relié au sujet de l'urbanisme? Ben, je suis maire de Presse, préfet de la MRC de la Métisse. Donc, comme maire, j'applique, on passe des règlements où on répond à des demandes au niveau de la réglementation. Puis comme préfet, ben, on assure, la mise à jour ou la mise en place d'un schéma d'aménagement qui est un peu les grandes lignes de la réglementation d'un territoire en lien avec les orientations du gouvernement. Parle-moi un peu
plus du schéma d'aménagement? Tu sais, c'est quoi les frontières du schéma? Qu'est-ce qu'il faut, les droits et devoirs? Qu'est-ce que vous devez livrer? Ben, il faut respecter la loi, déjà. Donc, Ouais, il y a déjà. plusieurs lois, loi de l'environnement, sécurité publique, ministère des Affaires municipales. Donc, tout ça, il faut la respecter. Par la suite, il faut faire des choix, c'est-à-dire qu'on peut pas, par exemple, permettre qu'il y ait une industrie lourde puis du résidentiel à côté. C'est pas viable. Donc, il faut s'assurer qu'on va choisir dans quelle zone va y avoir du industriel lourd, quelle zone va y avoir du industriel léger. Est-ce que ça respecte un peu des grandes lignes là, sur un territoire? Il faut aussi choisir, en fait, s'entendre sur des zones, en fait, que chaque municipalité nous arrive un peu avec ses besoins au niveau du résidentiel pour les prochaines 10-15 ans. Puis nous, on doit s'entendre pour dire, OK, il va y avoir tel type de développement dans tel secteur, dans tel autre secteur, pour pas que ça soit chaotique, puis qu'il y ait des maisons qui se bâtissent partout, parce qu'effectivement, on le mentionnait tantôt, il y a plusieurs facteurs à réfléchir, puis souvent, c'est à court terme où on peut voir certains avantages d'une situation, mais à moyen et long terme, on peut s'apercevoir qu'on a fait des choix qui n'étaient peut-être pas judicieux à une autre époque, puis l'érosion côtière en est peut-être l'un des meilleurs exemples, qu'il faut essayer quand on fait un schéma d'aménagement, voire même quand on met en place des règlements, comme Madame mentionnait, d'avoir une vision à court, moyen, long terme, des fois, puis pas non plus, justement, trop prêter l'oreille à des, je dirais, à des promoteurs ou à des citoyens qui voudraient juste, je dirais, avoir une meilleure qualité de vie ou faire de l'argent. Tirer la couverte de leur bord, finalement. Tout à fait, tout à fait. Fait qu'on parlait des MRC puis des villes, mais au final, le pouvoir décisionnel final réside plus où? Est-ce que c'est une façon de l'exprimer ou ça serait pas la bonne vision des choses? Le pouvoir décisionnel revient toujours au conseil. Là. C'est le conseil municipal, on entend. Il y a des recommandations à suivre, il y a des... Le gouvernement envoie des choses à la MRC qu'il doit mettre en place, puis la MRC demande aux villes de les mettre en place aussi. Puis là, ben après, qu'est-ce qu'il y a dedans, tes règlements, ben ça revient aux élus. Là. Puis, on parlait des divers enjeux, disons, qui concernent plus spécifiquement l'Est du Québec. C'est sûr que, bon, dans un milieu plus urbain, c'est peut-être pas la même affaire que dans certaines villes un peu plus reculées, mais dans ton cas en particulier, est-ce qu'il y a des enjeux qui reviennent souvent? Il y a les choix qui ont été faits avant, le schéma d'aménagement, qui est justement une zone industrielle à côté du résidentiel. Exactement ce que tu donnais comme exemple. Puis nous, dans la MRC des Basques, on est en train de refaire notre schéma. Puis là, l'aménagiste qui est en train de le refaire, ben lui, il essaie de changer les choses pour que les zones qui avaient dit industrielles maintenant deviennent résidentielles, puis que éventuellement, ben il n'y ait plus ce problème de cohabitation-là. Là. Ouais, mais là, c'est quand même... ça a l'air facile quand on le dit, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je vois ta face, là, genre... dans le concret, là, finalement, tu sais, il y a des entreprises qui sont encore là, peut-être, et qui voudraient rester à l'endroit où est-ce qu'elles sont. Oui, puis là, sont pris. Ils sont entourés de maisons, puis là, ils voudraient agrandir, mais ils sont plus dans un secteur industriel. Fait que là, ils marchent sur droit acquis, puis ils finissent par devenir gros puis vouloir s'en aller. Ah, vous en allez, mais littéralement, s'en aller des Basques, là. Oh, oui. Oh, OK, ouais. OK. Mais on essaie tout le temps de dire, ben non, gars, là, on achète un terrain, on essaie de les replacer. Tu sais, on travaille le territoire comme ça pour dire, là, on le sait que vous n'êtes pas bien. Nous, on vous garderait là, mais vous voulez grossir, donc on va vous déménager ici. On va vous emmener l'aqueduc égout puis l'électricité. Puis c'est sûr que là, après ça, on peut racheter, nous autres, les terrains. Puis il y a du travail à faire, là, avec... ceux qui étaient là déjà. Tu sais, quand tu es là avant qu'il y ait le développement de quartier résidentiel, c'est toi là, qui étais là avant. Là. Ouais. C'est ça, c'est dur pour eux autres de comprendre pourquoi ils peuvent pas s'agrandir tout d'un coup. Là. OK. Puis c'est drôle parce que j'entends que vous avez une portée énorme sur la qualité de vie potentielle, mettons qu'on se concentre sur le niveau résidentiel, et sur la vitalité économique, d'autre part, qui peut ou ne pas avoir dans une région. Dans le fond, vous avez quand même... c'est fondamental, là, l'urbanisme. Mais c'est pas moi qui prends ces décisions-là. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment... Moi, je les souligne au conseil, puis là, le conseil fait ce qu'il veut. Mais toi, ton expertise
elle te vient, entre autres, de tes études puis de ton bagage professionnel. Je veux dire, c'est pas tiré de... Tu décides pas demain matin Non, non. que tel territoire C'est- devrait être plus urbain là puis moins là. Je suis en première ligne, là, fait que je le vois. Là. OK. Tu sais, tu l'as vécu aussi. Ouais. Là, quand tu es en première ligne, là, c'est toi qui reçois les appels. Là. Oh. C'est nous les empêcheurs de tourner en rond, C'est ça. les metteux de bâton dans les roues. Là, c'est C'est le ça. nom, c'est nos petits surnoms habituels. C'est toute leur faute. C'est tout de notre faute. Qu'est-ce que la politique? Mais en bout de ligne, tu sais, souvent, on va finir par avoir peut-être une vision plus à long terme qui n'est pas compatible avec souvent une vision d'élu qui est très à court terme. Tout à fait. là. Souvent. Pas tout le temps, Pas mais toujours. souvent, tu sais. Ouais. Moi, je dis souvent Ou à la blague, la d'entrepreneur, première chose qu'un élu fait le lendemain de son élection, c'est préparer sa réélection. Tu sais, fait on est dans une logique qui est souvent, des fois, de projet. Fait la pratique de l'urbanisme s'est adaptée aussi. On en fait des projets concrets de court terme, mais l'urbanisme, à la base, c'est prévoir à long terme. Si c'était moi qui organisais les villes, là, ce serait pas de même. Plus de pistes cyclables, plus de toits verts, plus de moins de trafic. Il y a trop de ponts, il y a trop de lumière. Honnêtement, je pense que tous les buildings devraient être obligés à être des toits verts. Quand on survole une ville avec un avion, là, on devrait même pas voir la ville. On devrait être comme « Hein, c'est une forêt! » Tu sais, peut-être que tous les trottoirs devraient être faits en gazon. Peut-être tous les chemins devraient être faits en gazon. OK, là, t'es en train de me dire, ben là, ça, c'est juste du gazon, c'est un pré, ce que tu décris, là. Pis ça, tu tentes pas de vivre dans un pré? Moi, je passerais à travers d'un pré pour aller travailler, là. Ça me dérangerait pas en tout, puis je vois pas le problème. So, ouais, définitivement plus de gazon, plus de pistes cyclables. Pis tu sais, pourquoi pas mettre plus de rivières, là? On pourrait aller au travail en kayak. Tu sais, les égouts, là, c'est sale. On devrait mettre des plantes là aussi. Puis, tu sais, si tu veux avoir des plantes en dedans, puis enlever tes murs, pourquoi pas? Là, c'est sûr que là, ça commence vraiment ensemble à la forêt. Mais ça me tente. Moi, ça me tente. Moi, je pourrais m'embarquer là-dedans, puis j'espère que tout le monde va pouvoir s'embarquer avec moi. Tu parlais de la qualité de vie des citoyens, il y a la vitalité économique, mais la viabilité financière d'une municipalité. Puis, actuellement, l'essentiel des revenus d'une municipalité, c'est les taxes foncières. Fait que si tu arrives dans un beau centre-ville, puis tu as le choix entre bâtir, voyons, une tour à bureau ou, par exemple, je vais prendre un exemple qui est ici dans la région, à Matane, une résidence de personnes âgées en plein cœur du centre-ville, ou un parc. Un parc, ça te rapporte zéro. Peut-être que c'est de la qualité de vie, peut-être qu'éventuellement, ça peut faire en sorte que ton milieu va gagner en valeur, mais ta tour à bureau va valoir des millions, elle va être payante en taxes. Tes maisons qui vont être sur le pourtour du fleuve ou genre quasiment dans le lit de la rivière vont être payantes en taxes parce que ça va être des maisons souvent qui vont être plus cossues. Fait que ça, des fois, ça vient pervertir le développement d'un milieu. Puis c'est là où il y a une éducation à faire. Effectivement, des fois, c'est une vision à court terme, mais il y a aussi une problématique de finances publiques où est-ce que, comme ils tirent leurs revenus de la valeur foncière, ben ils vont tenter d'avoir de la valeur foncière et non pas d'autres types de valeurs. Fait que ça aussi, ça finit par jouer dans comment est-ce qu'on construit, je dirais, ou comment on réfléchit, je dirais, l'urbanisme d'un milieu. Oui, puis c'est intéressant parce que d'une certaine façon, ça se rejoint. Tu sais, on s'entend... une entreprise ou des particuliers qui désirent choisir un milieu, que ce soit pour leurs affaires ou pour leur milieu de vie, ben il en demeure pas moins que s'il n'y en a pas de parc, ben effectivement, à long terme, ça fait pas de sens non plus, parce que personne, t'as beau la construire, la tour, t'as beau payer le terrain, je veux dire, il n'y a personne qui va être intéressé à venir là. Juste un exemple qu'on a eu chez nous, on avait en arrière, à Price, en arrière de la Sûreté du Québec, il y avait une ancienne usine de bois qui était là, ils ont été, ça l'a brûlé, c'était détruit, puis les terrains nous ont été rétrocédés il y a plusieurs décennies. Et puis quand je suis arrivé, moi, il y avait un projet de faire 2 rues puis mettre des maisons cossues. Et ça va rapporter des taxes. Puis nous, on était un groupe, je dis non, on veut un parc. On veut se réapproprier notre rivière, on veut faire un parc là. Puis de toute façon, comme Price, c'est un milieu de prolétaires, des petites maisons, on trouvait qu'il y avait le fait n'était pas bon. Il y avait comme de quoi qui était un peu incongru. Puis finalement, c'est moi qui ai gagné les élections. Fait que, tu sais, on est allé vers le parc. Puis maintenant, ultimement, on récupère un peu de cette valeur foncière-là parce que les maisons autour, vu qu'il y a le parc, là, les gens près d'un parc, jeu d'eau, rivière, ça fait monter la valeur des maisons. Fait que, on récupérera peut-être pas ce qu'on aurait eu avec des maisons à cet endroit-là, mais quand même, il y a moyen d'aller le faire. Mais c'était un choix à ce moment-là d'en faire un milieu de vie
plutôt que d'aller juste, à court terme, aller grappiller des taxes foncières de plus. Mais à long terme, là, c'est de la rétention. Tout à fait. C'était l'objectif. Les petites familles ont plus le goût de s'installer puis de rester à cette place-là parce que là, il y a ça à côté. Puis les élus, il y a une nouvelle génération d'élus qui arrive où cette vision-là d'un cadre familial, d'une vitalité d'une communauté prend de plus en plus de place. Mais il y a encore 20 ans, c'était... même pas 20 ans, même. Il n'y a pas longtemps. Mettons, c'était aqueduc, égout, poubelle, puis développement économique. Là, si tu pouvais faire venir une usine, c'était le coup de circuit, tu crées de la job. Mais ultimement, aujourd'hui, c'est ça, c'est des milieux de vie que les gens vont chercher. Puis il y a des entreprises qui vont dire, si je vais là, ben il y a des travailleurs qui sont autour, puis qui vont rester prêts, puis qui vont vouloir rester parce que le milieu est agréable. Ben ça a une valeur ajoutée qu'on n'avait pas il y a 20 ans. On pensait même pas à ça. Les gens, ils vont venir proche de la job. Aujourd'hui, c'est pour ça que les entreprises, ils viennent s'installer où il y a des travailleurs. Là, ça l'a changé. En fait, c'est fondamental ce que tu dis dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Ironiquement, le parc qui n'a pas de valeur foncière a une méchante plus-value parce que, dans le fond, les entreprises, à l'heure actuelle, ils cherchent à coups de millions des moyens de retenir leurs travailleurs ou en tout cas de les intéresser. Ça prend le milieu de vie pour les intéresser. Mais il y a pénurie de main-d'œuvre, puis il y a aussi, je pense, un changement de paradigme. Avant, on crevait à l'ouvrage. Aujourd'hui, on veut vivre. En tout cas, du moins, c'est en train de changer. Je pense qu'il y a Dans un l'Est changement. du Québec, on a vraiment une belle qualité de vie. Là. Tout à fait. Tu sais, je dîne à la maison. Ça me prend 10 minutes, puis je traverse la fromagerie des Basques, là, en passant. Oh, ta. Puis je dîne à la maison, mes enfants, ils prennent un break d'école, ils vont dîner à la maison. À 4h30, je suis rendue, j'ai fini de travailler, je m'en vais à la maison, on s'en va à Rivière. Tu sais, c'est comme... Il y a la proximité, tu sais. Puis en fait, l'urbanisme, c'est ça aussi, tu sais. C'est s'assurer qu'on ait accès à toutes ces commodités-là, tu sais. Parce que oui, un parc... c'est une commodité importante, la rivière, protéger les milieux naturels pour que justement on puisse en faire un usage correct, tu sais. Pas juste mettre des maisons cossues sur le bord de la rivière, c'est un bel exemple. Mais tu sais, tout le monde a accès à presse à la rivière avec le parc, avec la descente de bateaux, les jeux d'eau, puis ça a attiré 2-3 petits commerces au côté. Exactement. Fait que ça contribue à créer de la valeur puis à créer un sentiment de communauté. Comme on trouvait souvent beaucoup dans les petits villages, là, un esprit de communauté, ben, ça se crée tranquillement comme ça dans les villes aussi. Parce que sinon, on se retrouve dans un milieu qui n'est pas nécessairement pensé pour les gens. C'est un peu ce qu'on essaie de faire le plus possible. On essaie de penser pour les gens, mais pas les gens individuellement, les gens le plus grand nombre de gens possible. Oui, la collectivité. Puis aussi, je pense qu'il faut que les élus, ça se passe pas juste, tu sais, il faut se promener. Puis c'est ça l'avantage quand même. Je regarde moi, ma communauté presse, 1750 habitants. Tu sais, l'école, tout ça, on se promène. Donc, j'ai le temps de rencontrer les gens, de parler des projets. Puis aussi, des fois, justement, pas aller trop vite, je parle encore de mon parc, mais toutes les espèces de sentiers, on les a pas fait tout de suite parce qu'on veut voir où est-ce que le monde, excusez, mais ils vont pister. Fait qu'on va faire les sentiers en fonction parce que sinon, des fois, on voit... Genre dans les plans, on voit des fois qu'on va mettre un trottoir à une place, puis les gens vont passer à côté, ils vont taper une trail à côté. Donc nous, non, on attend. Les sentiers de désir. Ah, c'est bon. Les sentiers de désir. Ben, c'est ça, on laisse les désirs se manifester sur le terrain, puis on va... Très bonne idée. N'empêche que ça pose certaines questions à certains moments. Tu sais, quand on choisit d'habiter, même dans un milieu un petit peu plus urbain, une ville avec un peu plus d'habitants, la fameuse volonté des urbanistes et des écologistes, d'une certaine façon, de densifier, mettons, les villes, d'éviter l'étalement urbain, mais ça vient un peu en contradiction avec la volonté de dire, ben, tu sais, j'ai quand même choisi d'habiter en campagne, j'aspire à un milieu sain. Fait que, tu sais, il y a des situations où ça a l'air facile quand on en parle comme ça, mais c'est pas si évident. Là, tu sais, habiter dans un 4,5 en région, c'est peut-être pas nécessairement le désir ou la volonté. Est-ce que c'est quelque chose que vous enseignez, ça, l'étalement urbain et la densification? Oui, ben en fait, c'est des enjeux qui existent en région aussi. Les enjeux d'étalement urbain. Puis la société, en fait, dans laquelle on vit, nous conditionne à acheter un petit bungalow avec beaucoup de terrain, une piscine, puis un char, puis le garage pour mettre le char dans lequel on ne mettra jamais le char, finalement. Mais mettre des boîtes. Oui, c'est ça. On va mettre plein d'autres affaires que l'auto. Ça va prendre un deuxième garage. Oui, c'est ça. Ça va prendre un deuxième garage pour mettre l'auto, éventuellement. Mais ça, c'est un modèle qui est très, très ancré en nous. Il faut le déconstruire, ce modèle-là. Puis, quand on parle d'étalement urbain en ville, on a une vision de ce que c'est, là, vraiment aller empiéter sur les milieux agricoles, puis s'éloigner de la ville, puis tout ça. Alors qu'en région, ben, c'est plus dire,
j'ai déjà des infrastructures dans un secteur, je vais aller maximiser mes infrastructures. Il y a des fois, là, on a le choix entre 2 terrains pour faire un développement. Un, il va falloir construire une nouvelle route, prolonger les égouts, les aqueducs. L'autre côté, c'est déjà là, c'est vacant. Ben, on va essayer de privilégier ce secteur-là à court terme plutôt que de développer des nouveaux secteurs. À Matane, c'est un peu ce qu'ils essaient de faire. Ils essaient vraiment de prioriser les secteurs où il y a déjà des infrastructures. Comme ça, on n'augmente pas non plus la facture inutilement. Puis en même temps, ben, on évite d'aller travailler sur les milieux naturels qui sont là, les milieux humides qu'on pourrait complètement enlever. Parce qu'on est pris aussi maintenant avec ces contraintes-là un peu plus. Il faut faire attention aux milieux humides, il faut faire attention aux différentes espèces qui peuvent... la biodiversité. Fait que oui, on parle d'étalement urbain, on parle de comment on peut essayer aussi de faire un aménagement qui a le moins d'impact sur le milieu. Autant sur le milieu, les gens, le milieu naturel, l'environnement, comment on peut diminuer les impacts, faire des écoquartiers à une certaine mesure, à une certaine échelle, en essayant de prendre le plus possible les bons côtés de l'écoquartier. Qu'est-ce qui s'est fait dernièrement de vraiment bien que vous avez vu, puis que vous êtes dit, OK, ça, c'est définitivement du développement intelligent. Je trouve que c'est intéressant, c'est une bonne idée. Et peut-être même, ou d'une autre façon, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux qui se fait pas ou que vous avez l'impression que vous dites, oh, mon Dieu, encore ça, il me semble qu'on n'est plus là et on pourrait avancer. Déjà, toi, tu as une vision plus globale, sans nommer une ville, mettons. Ben non, mais je peux en nommer une. À Matane, quelque chose qui s'est fait il y a plusieurs années. Quand ils ont transformé la rue principale, ils ont acheté comme des endroits en avant des commerces, des genres de terrasses. Ben, puis je pense qu'ils font même un sens unique maintenant l'été, je ne sais pas s'ils le font encore. Ouais. Mais en rétrécissant la rue, ben, ça fait baisser la vitesse. Puis ça fait en sorte que c'est plus agréable pour les gens d'aller se promener sur la principale. Il y a plus de consommation. Oui, puis cette intervention-là va devenir permanente. La ville veut rendre ça permanent. Ouais, en fait, il faut que... Moi, je pense que les citoyens et les citoyennes, on a mis les villes... Ben, en fait, c'était au service de l'auto pendant trop longtemps. Il faut redevenir au service du citoyen, piéton principalement. Puis l'auto, ben, ça sera en périphérie. On est en train de passer tranquillement, tu sais... ce qui était à la mode il n'y a pas longtemps, c'était le développement durable. Là. C'était le mot-clé. Tout le monde disait développement durable. Bon, on est rendu à autre chose. On est en train... On commence vraiment plus à travailler la résilience des territoires. Puis c'est là qu'est l'avenir. Tu sais, on va la reconstruire combien de fois, la 132, qui se fait arracher à chaque grande marée, plus à l'est de Sainte-Anne-des-Monts. À l'est de Sainte-Anne-des-Monts. On va la reconstruire combien de fois alors qu'elle va être démolie à tous les 2 ou 3 ans. Là. On est rendu à devoir se poser vraiment ces questions-là. On est pris là-dedans. Fait qu'on va falloir qu'on commence vraiment sérieusement, je pense un peu à avoir peur de ce qui va arriver. Ah oui. Parce que les projections sont pas intéressantes. Il faut avoir peur. Je suis d'accord parce que en fait, ça prend du courage politique. Puis on le dit tantôt, les mandats sont trop courts, trop souvent. Puis pas juste au niveau municipal, au niveau, je dirais, du gouvernement du Québec aussi. Trop souvent, on va arriver et on va dire, bon, il y a de l'erreur. Parce que c'est beau, les grandes marées, c'est une chose, mais c'est la hausse du niveau des mers là, qui est inquiétant. Fait que des fois, je me dis, est-ce que justement, on met pas trop d'argent dans le fleuve quand on devrait peut-être dire, regarde, on sait qu'il y a eu des investissements dans beaucoup d'infrastructures, mais peut-être que c'est le temps de prendre cet argent-là et de déménager les gens, puis garder, essayer de renaturaliser, je dirais, les berges du fleuve ou des rivières, parce qu'on le voit de plus en plus, puis c'est pas une mode, les changements climatiques, là, on est pris là-dedans pour les centaines de prochaines années, fait qu'il va falloir être résilient et s'adapter. Actuellement, des fois, j'ai pas l'impression qu'on s'adapte tant que ça. J'ai l'impression qu'on repousse le problème à plus tard parce que c'est pas payant politiquement. Des fois, il y a quelque chose qui arrive. Là, comme là, il y a eu l'événement à Baie-Saint-Paul. Ouais. Ben là, tout d'un coup, les élus étaient vraiment intéressés. Nous autres, on a tout un cours d'eau qui est canalisé là, dans des murs, puis les maisons sont super proches. Et là, tout d'un coup, c'était prioritaire, là, ce dossier-là. Là. Puis quand on l'expliquait, on disait, ben là, peut-être que la municipalité va falloir qu'elle rachète du terrain pour redonner l'espace au cours d'eau, tu sais. Puis, ça va coûter cher. Ouais, mais ça vaut la peine. Oui, c'est ça. C'est qu'à long terme, les coûts sont faramineux, peut-être. Là. Oui, c'est ça. Quand on va déplacer des maisons, quand on va être obligé de faire les sous-sols, ça va coûter cher à tout le monde. Là. Fait qu'aussi bien investir maintenant, aller chercher ce qu'on peut aller chercher, puis redonner de l'espace. C'est tellement pas payant politiquement qu'on trouve tout le temps plein d'astuces pour contourner ça. Là. Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a quelques années, on a permis aux gens de reconstruire à la même place, quasiment dans le lit de la rivière. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ça a été la même chose.
la nature, elle va reprendre ses droits un jour ou l'autre, peu importe comment, qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Si on essaie de la Si on tricher. se construit dans le lit de la rivière elle va revenir dans son lit. Là. Ouais. C'est Puis, ça. C'est vivant aussi, là. Ça se Oui, peut qu'elle oui. se déplace puis qu'elle aille dans ta maison. Qu'elle décide d'aller à côté. C'est ça. C'est ça. Ben, je suis quand même contente de nous savoir en si bonne main urbanistique, même avec une vision politique ici. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission sur l'urbanisme. C'est un réel plaisir. De retour vers le futur, Andy. Mais oui, Marty! On parlait de la ville du futur aujourd'hui et ça m'a fait penser à, dans le temps, tu sais, dans les années 20, 30, 40, même 80, on avait une vision du futur qui est pas tout le temps celle de bonne, mettons, qui est pas tout le temps vraiment précise. Donc, je suis allée dans un deep dive de prédictions et de films, surtout. Les films de science-fiction qui prédisaient des choses, dont Retour vers le futur. Ah! Et on commence avec celui-là. En fait, il y a d'autres affaires après, mais je vais commencer avec le Retour vers le futur, qui avait plusieurs prédictions. Donc, les chars volants, évidemment, ça se peut pas. Quelque chose qui est resté dans le temps et qui pensait qu'elle existait encore aujourd'hui, les fax. Ah, oui, c'est vrai, dans Retour vers le futur, il reçoit des fax. Il reçoit pour se le faire dire fax, qu'il est tu es congédié. viré. Oui. Il y a des fax partout qui sortent partout dans la maison. Le fax n'existe plus aujourd'hui. Sauf au gouvernement du Québec. Oui. Bon, OK, c'est vrai que le fax existe encore théoriquement, mais il n'y a plus beaucoup de personnes qui utilisent ça. Non, des humains, non. Sinon, Non, ils vont pas chercher leur les fax. humains, au gouvernement, on sait que c'est tous des robots de toute façon. Hein. Oh! Non, bon, alors, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Dans ce qui est vrai, dans les choses qui ont eu, les maisons qui parlent, tu sais, on parle, il dit télévision, ouvre-toi, mets les postes, mais la télévision intelligente existe maintenant. Les vidéoconférences Ouais. aussi, qui n'existaient pas du tout en 80, et maintenant, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait la plupart de nos vies. C'est pas mal la norme, là. La norme, la vidéoconférence, et des films avec des suites interminables. Dans le deuxième film, on voit Jaws 19, Ouais. mais c'est pas très loin de la réalité avec toutes les suites, les remakes qu'on fait de plus en plus. Donc ça aussi, c'était très proche de la réalité. Ouais. Metropolis, un film de 1927. Ben oui. Un vieux film science-fiction. On y fait mention des gratte-ciels. À l'époque, il y avait un gratte-ciel, 2 gratte-ciels, c'était vraiment le début, mais là, c'était une ville complète de gratte-ciels avec la tour de Babylone en plein milieu. On y voit même, je sais pas si tu peux voir ici. Oui, mais écoutez Métropolis. Pourquoi les gens écoutent pas Métropolis? C'est pas long, c'est pas super. Au pire, tu l'avances, mais je veux dire, c'est tellement fascinant, là. C'est fascinant parce que ça montre vraiment la ville d'aujourd'hui, très proche. Tu sais, il y a des hélicoptères, une espèce de c'est pas des chars volants nécessairement, c'est vraiment des hélicoptères. Et même, il y a une place dans le film qui ressemble beaucoup et inquiétamment à Times Square. Ouais. C'est impressionnant, en 1927. Ouais. Et finalement, je veux terminer avec des prédictions, pas de films, mais de personnes. Une personne en particulier. Léonard de Vinci, qui est probablement le plus grand prophète de toutes les inventions d'aujourd'hui qu'on a. Léonard de Vinci aurait inventé, c'est celui qui serait à la base de l'invention de l'exploitation de l'énergie solaire. Il aurait inventé un système qui exploiterait l'énergie solaire pour apporter de l'eau chaude dans une ville en Florence. Donc, Ah oui, ben, à ce niveau-là, c'est quand même envisageable. oui, quand même. Et finalement, ce serait lui aussi qui serait à l'origine de l'hélicoptère Oui. et tout du à fait. sous-marin. Oui. Donc, le sous-marin, oui. On va très loin dans... De Vinci, là, c'est... De Vinci, là, c'est le top du top, là. Parce Dans que les Elon inventions. Musk, qui est, tu sais, correct, là. Mais De Vinci, c'est lui qui a tout... De Vinci rocks. Alors, ouais, c'est ça, ça serait lui. Peut-être que l'urbanisme est parti de Vinci, puis nous autres, on fait juste surfer sur la vague après. Exactement.